tous les hommes ont une prostate et bien sûr des testicules. Tous les hommes. En principe, tous les hommes sont censés avoir une prostate et puis sont censés avoir des testicules. Des études américaines, qui ont montré effectivement qu'à partir de 21 éjaculations par mois, je ne parle pas de rapport sexuel, parce qu'on peut avoir un rapport sexuel sans éjaculer. Donc 21 éjaculations potentiellement peut prévenir le cancer de la prostate. La particularité du cancer de la prostate, c'est une maladie très silencieuse, donc un tueur très silencieux. Bienvenue dans Salle de garde, le podcast qui vous plonge dans le monde médical sans masque ni anesthésie. À l'occasion de Novembre Bleu, aujourd'hui on aborde deux sujets très peu discutés, le cancer de la prostate et le cancer des testicules. Il s'agit de santé masculine et ces deux sujets sont encore entourés de tabous, alors que dépister et prévenir permettent de sauver des vies. Pour parler de ces deux sujets, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir le docteur Bojire Kwame, jeune passionné urologue qui va parler sans tabou de ces deux cancers et mettre l'accent sur le dépistage, la prévention et l'accès aux soins pour les patients. Bonjour docteur Bojire. Bonjour Cheikh. Comment ça va? Super bien. Bon, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Salle de garde pour ce nouveau podcast à l'occasion de Novembre Bleu. Forcément, Novembre Bleu, on a axé deux sujets, le cancer de la prostate et le cancer des testicules. Oui. Je pense que ça va vraiment être l'occasion pour tout le monde de comprendre ces deux cancers et puis finalement d'enlever les quelques tabous qu'il y a autour de ces deux cancers, du dépistage, du diagnostic et du traitement. Est-ce que tu peux tout simplement nous dire c'est quoi la prostate, ça sert à quoi et c'est situé où? Alors déjà merci pour l'invitation et puis la prostate déjà c'est un organe. Donc on a coutume d'entendre que j'ai la prostate en termes de maladie, mais c'est une compréhension un peu erronée. La prostate c'est un organe comme le cœur, comme le foie, comme les yeux et elle a pour rôle en fait de sécréter un liquide, c'est-à-dire des protéines qui vont se mélanger aux spermatozoïdes pour donner donc le sperme. Donc voilà en gros la prostate et puis sa fonction. Où est-ce qu'elle est située? Elle est située en avant de la vessie et puis au-dessus du rectum. Plus tard, on va mieux comprendre lorsqu'on va parler par exemple du diagnostic et puis parler du toucher rectal. Voilà. D'accord. Et les testicules, bon, on a tous à peu près une idée, mais est-ce que tu peux préciser? Les testicules se trouvent dans un sac qu'on appelle les bourses, Donc leur rôle en général, c'est de produire des spermatozoïdes, qui vont remonter par les canaux et puis ressortir par la prostate, se mélanger avec le liquide, le jus prostatique, pour donner le sperme, qui va bien évidemment contribuer à la fécondation. D'accord, ok. Donc tous les hommes ont une prostate et bien sûr des testicules, tous les hommes. En principe, tous les hommes sont censés avoir une prostate et puis sont censés avoir des testicules. Par exemple, dans le cadre des testicules, il y a des hommes qui naissent sans testicules. Ça veut dire quoi? Ça s'appelle une cryptorchidie. Donc les testicules restent bloqués à l'intérieur. Et puis on constate qu'au cours des premières années de vie, comme 1 an, 2 ans, il n'y a pas de testicules à l'intérieur. Il peut y avoir soit un seul qui descend et puis le reste à l'intérieur ou les deux carrément qui ne descendent pas. Mais là, c'est vraiment, je profite pour attirer l'attention des parents, à veiller sur ça pour que dès les premières années, de vie, qu'on puisse descendre ces testicules afin qu'ils puissent être à l'endroit où il faut, parce que lorsqu'ils sont pas à l'endroit où il faut dans les bourses, les testicules n'évoluent pas. D'accord. Donc il y a une atrophie qui est constatée et puis plus tard, ça ne produira pas de spermatozoïdes et ça peut être même la source de cancer de testicules. Ok. Pour revenir un peu au cancer, donc on va commencer par le cancer de la prostate. Oui. C'est quoi le cancer tout simplement de la prostate? Est-ce qu'il y a plusieurs types de cancer de prostate? Alors oui, déjà un cancer, il faut savoir que c'est une multiplication anormale des cellules d'un organe bien précis. Donc du coup, dans le cas de la prostate, on a généralement 3 maladies qu'on rencontre assez souvent. Donc prostatite qui est infection simple et puis l'hypertrophie bénigne de la prostate qui est aussi
juste le vieillissement de la prostate. Et puis, Attends, tu as dit un mot, il faut expliquer peut-être, parce que tu allais vite. Hypertrophie bénigne de la prostate, c'est quoi? C'est quand la prostate vieillit, c'est tout. et Voilà. grossit. Et puis prend du volume. Voilà, prend du volume, Voilà. mais c'est pas un cancer. C'est pas encore un cancer. Voilà. Voilà. Donc, ce qui va provoquer le cancer, c'est que les cellules de la prostate vont commencer à se multiplier anormalement. Pourquoi cela se multiplie anormalement? Ça peut être dû à plusieurs choses. Voilà, donc on va revenir là-dessus. Et puis, quand ces cellules-là vont se multiplier anormalement, on va commencer. Il n'y a pas de symptômes en tant que tels. Dans le cas des cancers de la prostate, lorsqu'on a des symptômes, c'est qu'on est déjà à un stade avancé de la maladie. Donc voici ce qui fait la particularité, voilà, du cancer de la prostate. C'est une maladie très silencieuse, donc un tueur très silencieux. Et est-ce que tu as quelques chiffres pour la prostate en termes de cancer de la prostate, en termes de diagnostic en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu as des chiffres? Alors, ce qu'il faut retenir, premièrement, c'est le premier cancer chez les hommes en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, les derniers chiffres datent de 2022. Donc, après 2022, on n'a plus eu de statistiques jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce que j'encourage bien évidemment le ministère à faire, parce que les derniers chiffres datent de 2022 et ce sont des chiffres de l'OMS. C'est 4041 nouveaux cas en 2022. Donc, qui occupent, comme je viens de le dire, la première place dans tous les cancers chez les hommes. Et puis, je crois le cancer du testicule, si je peux me permettre, vient quasiment en dernière position, parce qu'il est un peu rare quand même. Donc ça, c'est rare, le cancer du testicule. Oui, très rare. Et est-ce que ça prend et un c'est testicule? Particulièrement chez les jeunes. D'accord, donc plutôt chez les jeunes, le cancer Plutôt des chez les jeunes, testicules, le et cancer cancer de la prostate, peut-être chez des personnes d'un certain âge. C'est-à-dire disons 45 ans lorsqu'on a des antécédents familiaux. Voilà, on peut commencer à développer un cancer de la prostate. Et puis, à partir de 50 ans, c'est assez courant de rencontrer des patients de cet âge-là avec un cancer de la prostate. D'accord, ok. Pourquoi, quand on parle de cancer de la prostate ou cancer des testicules, en tout cas en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que c'est un peu tabou, que un homme qui a eu un cancer du testicule, un jeune garçon, enfin un jeune adulte ne le dira pas, et puis pareil, un homme qui a le cancer de la prostate, il ne va pas en parler. Pourquoi c'est tabou? Écoutez, je pense que c'est culturel, hein, parce que ici, tout ce qui est à trait au sexe est déjà tabou. Voilà, et c'est des choses que déjà nos parents ne nous disent quasiment rien là-dessus. Et puis quand on prend de l'âge, on commence à faire des cachotteries, bien quand on est malade. De par mon expérience, je crois que la plupart des patients que je reçois, ce sont leurs femmes qui les motivent à venir d'ailleurs en consultation. Voilà, parce qu'elles commencent à constater que quelque chose ne va pas, donc elles motivent leurs époux ou le mari à bien évidemment se faire consulter. Ensuite, il y a le regard de l'entourage, voilà, qui saura qu'on a un problème à la prostate, ou on a un problème au niveau du testicule, c'est un peu gênant. Donc, je pense que c'est tout ça qui contribue à cela. Mais je peux avouer que depuis que moi je suis là, depuis 2019, je constate que de plus en plus d'hommes, voilà, s'intéressent à la chose, essaient de venir assez souvent se faire dépister. Je pense que c'est le but un peu de Novembre Bleu, c'est qu'on en parle Exactement. beaucoup, partout. Il y a beaucoup de communication autour de ça, donc finalement, ça pousse un peu à ceux qui ont un doute à consulter. C'est le but, tout à en fait. Tout à fait. Et il faut dire qu'il y a plus d'éducation aussi. Voilà, il y a plus d'urologues aussi qui sont formés. Il faut dire qu'avant, il y a toujours eu 3 services d'urologie en Côte d'Ivoire. Voilà, il y a le premier service qui est le CHU de Treichville, service d'urologie de Treichville. Ensuite, service d'urologie de Cocody. Et puis le service d'urologie de Boaké, du CHU de Boaké. Donc, désormais, on a un urologue à Azopé, dont je suis l'urologue. J'ai un autre collègue qui est arrivé cette année, donc on est 2 à Azopé. Ensuite, je pense que dans la planification du ministère, il doit avoir un urologue à San Pedro et même un professeur d'urologie qui sera détaché à San Pedro qui va ouvrir son service. Donc, voilà, je pense que progressivement, les choses évoluent. Voilà, même si c'est lent, mais ça évolue. Et puis, faut retenir qu'il n'y a pas longtemps que la formation des urologues a commencé en Côte d'Ivoire. Avant, la plupart des urologues étaient formés à l'extérieur, soit en France ou en Belgique, ou je crois même au Sénégal aussi. Voilà, et puis moi qui suis formé en Ukraine. D'accord. Voilà.
Tu parlais tout à l'heure de sexualité. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses sur... J'ai l'impression que chaque année, il y a toujours un sondage qui sort et ça se contredit toujours. On dit que quand on a une activité sexuelle intense, ça protège du cancer de la prostate. Des fois, on lit des études où une activité sexuelle non intense, on va dire, protège. En fait, c'est quoi la réalité sur ça? Alors, je savais que tu allais forcément mentionner cet épisode. C'est vraiment ce que les gens se posent comme question. Hein. La vérité, c'est qu'il y a des études qui existent sur cette question. Et je crois que c'est des études américaines, voilà, qui ont montré effectivement que 21 éjaculations, voilà, à partir de 21 éjaculations par mois. Je ne parle pas de rapport sexuel, parce qu'on peut avoir un rapport sexuel sans éjaculer. Voilà, donc 21 éjaculations potentiellement peut prévenir le cancer de la prostate. Mais ça ne garantit pas qu'on ne va pas développer la maladie. Voilà, donc ça, il faut vraiment que je mette l'accent là-dessus. L'étude dit que, parce qu'on a pris, je crois, 3 groupes d'individus, et puis on a remarqué que ceux qui avaient plus de 21 éjaculations par mois, voilà, ont développé moins le cancer de la prostate que les 2 autres groupes. D'accord. C'est un rythme quand même, hein. C'est un rythme à tenir tous les mois. Je pense que c'est vraiment un sacré rythme. C'est un rythme à tenir quand même. Si on veut Mais bon, si on a l'accord de l'épouse ou voilà, ça... Est-ce que en Côte d'Ivoire, il y a plus, en tout cas, où l'homme noir, on va dire, a plus de chances de faire un cancer de la prostate qu'un caucasien ou qu'un asiatique? Oui, c'est d'ailleurs, les données épidémiologiques le disent. Hein. Vous avez les Asiatiques qui développent moins le cancer de la prostate que les Européens et les Européens qui développent moins que la peau noire, disons comme ça, les mélanoïdes. Voilà, parce que aux Antilles, on développe plus le cancer. Chez nous ici, je pense que les chiffres même sont bas. Si on se met à faire les statistiques, on constatera qu'en Afrique, on a plus de cancer de la prostate que les autres. C'est dû à quoi? À notre alimentation, à notre mode de vie, et puis aussi à peut-être nos gènes. Hein. Voilà. Donc, quoi comme alimentation? On mange beaucoup gras. Voilà, ce qui ne devrait pas être. Et puis, il y a tout ce qui est conserverie qu'on mange. Il y a tout ce qui est viande rouge, il y a tout ce qui est viande grasse. Et ainsi de suite. Et le côté héréditaire, est-ce que si le papa a eu le cancer de la prostate, est-ce qu'on a plus de chances d'en faire? Affirmatif, ce sont des maladies héréditaires. Ouais. Toutes les maladies de la prostate sont pour la plupart des maladies héréditaires. Voilà, comme l'hypertrophie bénigne de la prostate et le cancer de la prostate. Donc l'hypertrophie, tout à l'heure on a dit quand la prostate grandit de taille. Donc si on a eu un parent, enfin le papa ou un oncle qui a eu, on a plus de chances. Oui. Donc c'est pour ça que c'est important d'en parler. Si on est papa et qu'on l'a, c'est important de dire à son fils et ses neveux qu'il y a le cancer de la prostate pour le dépistage. Voilà. Et concernant, là on va passer maintenant au dépistage parce que c'est ce qui est vraiment, c'est vraiment ce qu'on met en avant dans Novembre Bleu. Comment se passe justement le dépistage? Comment est-ce qu'on se fait dépister le cancer de la prostate et à partir de quel âge? Si tu permets, je vais retourner un tout petit peu en arrière pour parler un peu effectivement, la communication quand on est malade du cancer de la prostate ne passe pas généralement en famille. J'ai beaucoup de patients qui ne communiquent pas avec soi leurs enfants sur ce dont ils souffrent. C'est vrai, c'est leur droit en fait. Voilà, de ne pas communiquer sur quoi ils souffrent. Et ça aurait été bien que les patients communiquent sur quoi ils souffrent pour qu'on puisse être alerté, voilà, quand on est parent de quelqu'un qui souffre, pour qu'on puisse aussi reconnaître les signes dès que ça commence. Donc, maintenant, je reviens sur le dépistage, c'est que au jour d'aujourd'hui, il y a de nouvelles techniques, mais ce qui est répandu en Côte d'Ivoire, c'est évidemment le toucher rectal et puis le dosage du PSA. C'est quoi avec des mots très simples, hein, c'est quoi le toucher rectal en fait? C'est quoi le but et c'est quoi le toucher rectal? Alors, comme je disais déjà d'entrée, quand j'ai brossé un tout petit peu le mot, le toucher rectal, c'est un examen, voilà, qui est digito-guidé. Donc, on va utiliser l'index protégé par un gant. Ensuite, on va lubrifier normalement le doigt et puis on va rentrer par le rectum, voilà, avec, je précise, le consentement du patient, parce que c'est vrai que c'est pas un examen qui fait mal,
mais c'est un examen qui n'est vraiment C'est pas agréable. Voilà, Voilà, c'est pas merci agréable, pour le bien mot, sûr. c'est pas agréable, mais il ne fait pas mal. Voilà, donc du coup, c'est un examen qui va venir, comme la prostate se trouve juste derrière le rectum, on va rentrer par là et puis palper, voilà. Le but, c'est de passer tout autour de la prostate, donc le contour, analyser la surface et puis la consistance. Est-ce que c'est ferme, est-ce que c'est dur, c'est pas dur, Normalement, c'est c'est comment? mou. Normalement, c'est un organe qui est mou. C'est mou Voilà. et j'imagine il n'y a pas de bosse. Il n'y a pas de bosse voilà, parce c'est que dès régulier. qu'il y a une bosse, tout naturellement, ça fait penser à un cancer de la prostate. Et puis, on va demander de faire d'autres investigations, voilà, comme une échographie, une IRM, un PSA, ainsi de suite. Alors, tu parlais du PSA. Du PSA, voilà. Le PSA, Ouais. c'est quoi et comment ça se passe? Alors, le PSA, c'est une protéine. Il faut savoir que à chaque fois que la prostate est sollicitée au cours d'un rapport sexuel, par exemple, la prostate va déverser son contenu mélangé au sperme, mais aussi il y a une partie des protéines qui seront sécrétées dans le sang directement. Et puis, quand on fait par exemple du vélo, on va aussi solliciter la prostate parce que on a la prostate qui se trouve juste en dessous, qui sera au niveau du siège, donc les frottements. Voilà, ça peut aussi influencer le résultat du PSA. On a aussi l'examen digitoguidé qui est le toucher rectal, qui va aussi solliciter cette protéine-là qui peut se déverser dans le sang, donc faire augmenter la valeur du PSA. Et puis, on a d'autres examens aujourd'hui comme l'analyse d'urine. Voilà, par les urines, on peut aussi détecter si on a un cancer de la prostate ou pas. Donc, les PSA, c'est une prise de sang. C'est une prise de sang, Voilà, tout donc simplement. c'est une prise de sang. Donc, Voilà. tu disais toucher rectal, donc l'analyse au doigt fait par Oui. le médecin Oui. et le dosage du PSA. À partir de quel âge? Alors, si on a des parents qui ont déjà eu la maladie, donc il faut le faire un peu tôt, quand même, à partir de 45 ans. D'accord. Voilà, et si tout naturellement, on n'a pas de parents d'ascendant qui a déjà eu ce problème, à partir de 50 ans, faut déjà régulièrement, chaque année, se faire dépister. Donc, 45 ans, le dépistage. Quand on a des quand on a antécédents des familiaux, antécédents familiaux, voilà, et à 50 partir ans, de 50 ans, quand on n'a pas quand on n'a pas d'antécédents. d'antécédents. Je vais juste revenir un peu sur le toucher rectal parce que c'est quelque chose, je pense, qui effraie beaucoup d'hommes, surtout d'un certain âge, qui peut-être vont se sentir un peu dévalorisés. Comment ça se passe? Est-ce que tu as des exemples à nous donner à ta consultation pour mettre à l'aise le patient ou pour essayer de dépoussiérer un peu la gêne qu'il peut avoir? Comme je le disais tout à l'heure, je disais que c'est un examen qui n'est pas plaisant. Voilà, et donc faut avoir toujours le consentement du patient. C'est-à-dire, comment tu le formalises à ta consultation? Mais il faut expliquer au patient que, écoutez monsieur, on va devoir faire un tel examen qu'on appelle le toucher rectal. Voilà, ça ne fait pas mal, mais seulement que c'est pas plaisant. Si vous permettez, voilà comment ça va se développer ou se dérouler. Et puis, je pense qu'à partir de là, le patient prend confiance et puis se laisse aller. Et généralement, ce que moi je fais, c'est que je demande toujours pour savoir si ça a été, ça n'a pas été, qu'est-ce qu'il a apprécié, qu'est-ce qu'il n'a pas apprécié. En fait, le secret, c'est qu'au cours de l'examen, il faut toujours parler, communiquer avec le patient. Pour détendre aussi peut-être Pour détendre. l'atmosphère, Mais voilà. je vous assure, ils font pire que ça quand ils ont leurs ébats sexuels. Donc, ça passe toujours. Oui, parce que j'ai des expériences, des retours d'expérience en consultation. Donc, voilà, j'ai même des jeunes filles qui m'appellent. Non, mais ça fait rire, mais il y a des gens qui ont leur petit jardin secret. Bien sûr. Voilà. Mais j'ai pas mal de patientes qui m'appellent pour savoir comment est-ce que ça se passe pour pouvoir expérimenter à la maison. D'accord. Oui, pour faire le diagnostic à la maison aussi. Finalement, l'examen dure combien de temps? Le toucher rectal, c'est rapide. En moins de 2 minutes, vous avez fini votre... En 2 moins minutes? d'une minute, Ah, même, voilà, vous avez ouais. fini votre toucher rectal et puis voilà. Voilà, Quoi. d'accord, ok. Donc, faut toujours lubrifier le doigt. Voilà, Voilà. ça permet, ça facilite Bien l'entrée. sûr.
Et puis, moi, mon petit secret, c'est que, vous savez, la marge anale, ça s'ouvre, ça se ferme. Donc, si le patient est crispé, ça sera fermé. Donc, ce que je fais, c'est que je laisse mon doigt à l'entrée. Et puis, j'attends quand ça s'ouvre là, l'introduction est plus facile. Ouais. Je pense que le message important pour moi, c'est que c'est pas agréable. Voilà, c'est pas agréable et ça ne doit pas faire mal. Voilà, mais je pense que c'est important pour sa santé. Mieux vaut peut-être 30 secondes, on va dire pas agréable, se faire dépister, pris en charge et sauver sa vie, que avoir ce blocage en se disant, parce que voilà, je pense que certains messieurs peuvent se dire c'est ma dignité, surtout pas, et finalement vont traîner des signes un peu qu'ils ressentent pour rien. Donc je pense qu'il faut vraiment le faire, quoi. Voilà, faut le faire, et puis faut plus penser à sa santé que à sa dignité, parce que finalement on perd pas sa dignité parce que c'est un médecin qui fait. C'est un médecin qui fait l'examen. Voilà, je pense que c'est important. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, comme je le disais, ça faisait un peu rire, mais quand quelqu'un qui n'est pas professionnel de la santé m'appelle pour savoir comment ça se passe, je suis assez réticent pour donner des détails, pour ne pas que ça soit des expériences qui sont répétées à la maison ou dans un autre cadre qui n'est pas professionnel. Parce qu'effectivement, quand on vit mal cette expérience, on ira certainement communiquer là-dessus. Et puis déjà, les gens prennent peur et puis on est réticent à se laisser aller. Pourtant, déjà, cet examen peut faire peur et puis peut mettre la puce à l'oreille que, bon, écoutez, moi, j'y vais pas ou j'y vais plus pour ça. D'accord. Particulièrement, moi, ce que je fais, c'est que si le patient ne veut pas, je n'insiste pas. Parce qu'il y a d'autres examens qui peuvent permettre de détecter le cancer de la prostate. Okay. Soit un examen de PSA ou bien même on peut faire une échographie endorectale de la prostate. Mais je dis toujours aussi à mes patients, vous acceptez avec moi, mais regardez d'abord l'index, la forme de l'index de votre médecin, parce que si c'est très gros, ça ne peut pas être plaisant. D'accord, ok. Concernant le cancer du testicule, comment se fait le dépistage? Alors, la plupart du temps, c'est simplement la palpation du testicule. La palpation. Est-ce qu'on peut faire les symptômes là-bas, comparé aux symptômes du cancer de la prostate, voilà, là-bas, on va sentir vraiment une pesanteur au niveau du testicule. Et puis là aussi, il faut faire un dosage. Est-ce qu'à la maison, est-ce qu'il y a comme le cancer du sein, on préconise l'autopalpation. Oui. Est-ce que pour les testicules, c'est préconisé de faire une autopalpation? Et est-ce qu'il y a un rythme? En fait, pour le cancer du testicule, on peut se palper tous les jours parce que, en principe, c'est pas un examen qui fait mal, c'est pas un examen qui est payant, et donc on peut se permettre de le faire tout le temps. Voilà. Donc si on sent vraiment quelque chose qui est différent Exactement. d'habitude. Exactement. Et je pense même qu'à l'autopalpation, on trouve pour la plupart du temps pas seulement les cancers de testicules, mais on peut diagnostiquer soi-même un kyste du cordon déjà, une hydrocèle, une hernie. Tu utilises des gros mots, hein. Tu dis des trucs comme ça va effrayer tout le monde. Bon, un kyste, on va sentir quand même qu'il y a une poche. Voilà, une poche, une petite boule qui s'est développée dans le testicule. En plus de donc il y a les deux testicules, et puis en plus de ça, on va sentir qu'il y a une boule. On va sentir une boule, on va sentir quand même une différence. Voilà, et en observant la taille de cette boule, on va constater que plus le temps passe, plus cette boule-là aussi prend du volume. Ça peut être un kyste. On va sentir que le testicule grossit. Ça peut être une hydrocèle, c'est-à-dire quand on va par exemple faire une échographie, on va constater qu'il y a un liquide qui entoure le testicule. On peut sentir même carrément une boule qui est totalement greffée au testicule. Voilà, donc ces choses-là doivent interpeller, doivent amener même les hommes en consultation ou même les mamans à interpeller leurs enfants. Voilà, à courir tout de suite, soit chez le pédiatre ou le spécialiste. Je vous l'ai dit que d'ailleurs, c'est comme ça que beaucoup de jeunes adultes peuvent constater qu'il y a un testicule ou les deux testicules qui sont pas présents dans la bourse, parce que beaucoup de gens ne savent pas que les deux testicules doivent être obligatoirement dans la bourse. C'est obligatoire. Donc, en fait. C'est vital. Voilà, c'est vital pour le testicule. C'est vital. Voilà, il faut qu'il y en ait deux dans la bourse. Voilà. Okay. Généralement, l'un des signes qui peuvent, nous en tant que professionnels, quand on regarde quelqu'un qui a un retard, un garçon qui a un retard de croissance,
La plupart du temps, c'est dû à ça. Parce que le rôle des testicules, donc la production d'hormones, testostérone, pour venir vraiment donner la masculinité de l'homme, sera absent chez ces patients-là. Et tout de suite, on peut soupçonner ça. Okay. Donc, cancer du testicule plutôt chez les jeunes, comme tu disais, donc faire une autopalpation. Et puis bon, comme tu disais tout à l'heure, pour le. Oui, il y a aussi, après, quand ils viennent, il y a aussi des examens de sang. Oui, là, je parle juste du dépistage. Donc, c'est ça, c'est plutôt l'autopalpation, c'est ça le dépistage? C'est plutôt l'autopalpation. Voilà, et puis, si on sent qu'il y a une différence, on va chez le spécialiste qui va demander un bilan sanguin. Et le bilan sanguin va simplement consister à faire une alpha-fétoprotéine, bêta-HCG. Donc un dosage. Un dosage, voilà, de ces hormones-là. Et puis tout de suite, on peut épingler. D'accord. Au niveau des signes cliniques, donc, il y a eu la partie dépistage, comme on a dit, mais si entre deux dépistages, on a des signes, c'est quoi les signes qu'on peut avoir pour le cancer de la prostate? Alors, comme je disais d'entrée que pour le cancer de la prostate, lorsqu'on a des signes, c'est qu'on est déjà à un stade avancé. Et ces signes-là, généralement, c'est traite. Hein. Pardon? C'est traite. C'est traite parce que dès qu'on a les signes, c'est que c'est déjà... Oui, c'est pour ça qu'il faut assez régulièrement, chaque année, se faire consulter. Wow. D'accord. Voilà. On peut avoir du sang dans les urines, une dysfonction érectile elle-même. Dysfonction érectile, c'est quoi? Oui. Des problèmes d'érection. Voilà, ok. Voilà. On peut avoir des douleurs au bassin. Voilà. On peut avoir des difficultés à uriner. À ne pas confondre avec une hypertrophie bénigne de la prostate lorsque la prostate prend simplement du volume. Mais ça aussi, c'est un signe qui est inclus dans le cancer de la prostate. Voilà, surtout chez les jeunes. Chez les patients qui ont abattu de 50 ans. C'est assez fréquent que la dysfonction érectile et les problèmes de miction, voilà, fassent référence. C'est faire pipi, quoi. Oui. Voilà, une difficulté d'érection. Et puis une difficulté d'uriner, c'est des signes un peu d'alerte pour consulter. Pourquoi est-ce qu'il y a une difficulté d'érection? C'est quoi le lien avec l'organe qui est... Pourquoi est-ce qu'il y a une difficulté d'érection? La relation est due simplement au fait que tout autour de la prostate, il y a ce qu'on appelle les bandelettes neurovasculaires. Donc les nerfs qui, naturellement qui donnent l'érection. Voilà, les bandelettes passe tout autour de la prostate, de part et d'autre, à gauche et à droite. Donc, du coup, si le cancer se développe dans l'une des parties, tout naturellement, on peut avoir des troubles érectiles. Voilà, ça peut toucher les nerfs et c'est pour ça qu'on n'arrive pas. Et du coup, pour uriner, comme c'est sur le chemin, finalement, des urines, c'est pour ça que ça peut gêner. Voilà, si ça sort dans une zone pareille, on peut avoir des difficultés à uriner. D'accord, ok. Donc, finalement... on a fait le dépistage, on a parlé des signes cliniques. Quand tu suspectes une lésion, quelque chose au niveau de la prostate, c'est quoi les examens? Tu parlais tout à l'heure de l'échographie. Oui. Est-ce qu'il y a des nouveaux examens qui évitent justement, c'est des questions que j'ai vues, pour éviter le toucher rectal. Apparemment, on dit qu'il y a de nouvelles échographies, de nouveaux examens qui sont développés. Est-ce que ça existe? Oui, mais bon, si tu permets, je vais revenir un tout petit peu en arrière. C'est-à-dire, lorsqu'on fait l'examen de PSA, il y a une valeur que ça ne doit pas dépasser. D'accord? C'est vrai que les protocoles ont un peu changé. La valeur initiale, c'est de 0 jusqu'à 4 pour le PSA. Et donc, quand on est jeune et qu'on a le PSA qui est compris dans cette valeur, il n'y a pas de problème. On se dit tout naturellement qu'il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai vu des patients qui ont développé un cancer de la prostate dans cet intervalle. Et d'ailleurs, le nouveau protocole de l'Association européenne d'urologie dont je suis membre dit que si on a déjà un patient qui a 50 ans, qui a un PSA qui dépasse déjà la barre de 2, il faut déjà l'envoyer faire d'autres investigations. Vous voyez? Et donc, déjà, il y a cet aspect. Donc, quand on a le PSA qui dépasse la barre de 4, on peut déjà suspecter un cancer de la prostate. En plus de tout ça, quand on a le toucher rectal qui va aussi dans le même sens, on peut demander une échographie, mais l'échographie n'est pas une échographie endorectale. L'échographie, au jour d'aujourd'hui, est devenue obsolète. L'examen qui est recommandé, c'est l'IRM de la prostate. Donc, l'IRM de la prostate va venir regarder un peu plus en détail
Voilà, la structure de la prostate, la localisation. Et puis, quand l'IRM aussi va dans le sens du cancer de la prostate, on va donc demander au patient de faire ce qu'on appelle une biopsie de la prostate. Donc la biopsie va consister à prendre juste une aiguille. Ici en Côte d'Ivoire, on fait ce qu'on appelle les biopsies éco-guidées. Donc la biopsie avec l'aide de l'échographie. Donc on va aller par voie endorectale. On va introduire toujours par voie rectale la sonde d'échographie qui va nous projeter l'image de la prostate sur l'écran. Ensuite, comme avec l'IRM, on a déjà les zones qui sont suspectées. On va venir d'abord ponctionner les zones suspectes et puis ponctionner les autres zones. Voilà, pour ensuite aller en anapathe. En Côte d'Ivoire, anapathe, c'est l'analyse au microscope. L'analyse, voilà. Oui, au microscope et puis l'anatomie pathologie. Voilà. On va regarder ça. En principe, en Côte d'Ivoire, au bout de 2 semaines, on peut avoir un résultat. Pour certains labos, ça va jusqu'à 1 mois. Faut dire que c'est une période qui est très stressante pour les patients. Sûr, forcément. Parce que, et donc. Comme tout cancer, hein, finalement, quand on suspecte oui. un cancer et oui. qu'on fait la biopsie, les 2-3 semaines de latence, c'est des moments souvent très difficiles psychologiquement. Absolument. On appelle du dépistage, du diagnostic, de la difficulté de faire un diagnostic pour le cancer de la prostate, peut-être plus simple pour le cancer du testicule. Il y a la partie maintenant traitement. Alors pour le cancer du testicule, si je peux me permettre, là-bas c'est le problème, il est en même temps diagnostic et traitement. Voilà, parce que là-bas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une ablation du testicule. Donc on va retirer le testicule. On va retirer carrément le testicule, donc faire ce qu'on appelle une orchidectomie. Voilà, donc on va faire une castration chirurgicale. On va retirer le testicule. J'avoue que ça a été pour moi, en tant qu'urologue, chirurgien urologue, l'une des opérations que je déteste. Pourquoi ? Alors parce que on comprend l'acte qu'on est en train de poser. C'est vrai qu'il y en a 2, mais j'ai vécu une expérience assez traumatisante cette année 2025 d'un jeune patient, voilà, qui est même décédé plus tard. Lui n'avait pas plutôt un cancer du testicule, mais il avait plutôt une tuberculose testiculaire. Donc c'est un jeune que je reçois un lundi. Je lui donne le bilan sanguin à faire pour être sûr que c'est bien ça. Il revient avec des chiffres qui sont normaux. Mais quand il est venu à la prochaine consultation 1 semaine après, son état s'est dégradé. Donc je le dis pour que vous voyez un peu comment est-ce que c'est des maladies qui vont très vite. Donc son état se dégrade, je constate qu'il a des propos incohérents. Pour ne pas perdre du temps, je l'oriente tout de suite voir un oncologue. Et il voit l'oncologue qui aussi tout de suite comprend que quelque chose ne va pas, mais avec des chiffres qui sont normaux. Donc, il perd quasiment 2 semaines. En 2 semaines, il finit dans une chaise roulante. Oui. Il est interné. On me fait appel pour que je fasse l'ablation des 2 testicules parce qu'il faut absolument que ça parte en anapathe pour qu'on comprenne ce qui ne va pas vu que les 2 testicules sont devenus très durs. Je devais voyager. Je crois que ça date de février 2025. Et on m'appelle quasiment à 22h. Je voyage le matin très tôt. Et je suis là au bloc, je tremble. Parce que je me dis, voilà, un jeune d'à peine 33 ans. Qu'il faut retirer les 2 testicules. Ouais, les 2, pas un seul. Les 2. Si c'était un seul, j'aurais peut-être eu moins de... Voilà, j'aurais pas hésité, mais les 2. Donc, je fais l'ablation, quasiment les larmes aux yeux, et ça part en anapathe. Alors, on me dit que j'aurai un résultat dans 2 semaines, je stresse le professeur qui me sort un résultat en 3 jours. Ça revient, c'est pas un cancer, mais plutôt une tuberculose testiculaire. On le met sous traitement. Devinez quoi? Il s'en sort quasiment avec quelques séquelles. Et les séquelles, c'était que ses propos étaient incohérents parce que ça a donné beaucoup de trucs au niveau du cerveau. Mais ce qui m'a le plus fait mal,
C'est que je perds ce patient quand il commence à aller bien quasiment. Je l'ai perdu, je crois, en juin 2025. Donc je le perds pendant que je me dis que ça va mieux. Ouais. C'est traite finalement. Tu partais sur un cancer et puis finalement c'est une tuberculose qui se termine mal. Oui. Ouais, c'est ça la difficulté un peu. Et les cancers du testicule. Mais au départ, il n'avait pas de tout qui pouvait nous alerter en fait. Oui. Là, tout s'est installé quasiment un mois et demi après que il ait commencé à avoir les premiers symptômes. Ouais. Donc déjà là même, il y a eu quasiment un retard de diagnostic. Ouais. Et donc la tuberculose testiculaire est venue confirmer sa tour en fait. D'accord. Et donc le temps de mettre le protocole de tuberculose et autres, tout ça, il s'en est sorti. Voilà, la tour avait quasiment disparu, mais malheureusement, il a fait quasiment 5 mois d'hospitalisation. Oui, dans une structure de la PIS, pour ne pas dire le nom. 5 mois d'hospitalisation, il a passé 2 mois en soins intensifs. Voilà, en réanimation, il est sorti. Moi, je t'assure, j'ai pensé qu'il allait rester là-bas. Mais donc, j'ai plus mal quand il part après, quoi. Parce que je me dis, mais pourquoi? C'est la difficulté un peu de notre métier. C'est quand les patients j'ai même gardé de très bons liens avec sa famille, la mère, le frère. Mais juste pour revenir, tu parlais des cancers de testicules. En tête, j'ai Sébastien Allaire, notre champion d'Afrique, qui a vécu un cancer du testicule, qu'il a vaincu et qui est même revenu. Donc, magnifique histoire pour gagner la CAN. Donc, au final, ça rejoint un peu ce que tu disais, un jeune qui a un cancer de testicule, probablement rapidement diagnostiqué. Le traitement, le plus efficace, c'est l'ablation c'est le pas, retirer. Pas forcément. Lui, par exemple, je pense que dans son cas, ils n'ont pas fait d'ablation. Je n'ai pas le dossier médical, mais je crois comprendre que ça a été plutôt une chimio. Et vous voyez, si vous constatez, il est revenu un peu plus affaibli. Mais je pense que parce que lui, dans son cas, il y a eu de gros moyens financiers et puis aussi le plateau technique qui va avec et qu'il est revenu au meilleur de sa forme pour reprendre sa profession de footballeur, en fait. Ouais, mais c'est pas évident pour... C'est une belle histoire. En tout cas, lui, c'est plutôt... Très belle histoire. Je pense qu'il gagnerait même à documenter cela. Voilà. Puisque déjà, tout le monde, c'est su de tout le monde. Donc, il gagnerait à le documenter. Et sur le traitement de la prostate, il y a la chirurgie, il y a la radiothérapie, il y a les hormones. Je crois que tu es très bien informé. Oui, je suis médecin, donc je connais à peu près la base. Mais c'est pas tous les médecins qui savent ça. Dans le, comment on appelle, dans les termes techniques, parce que c'est pas l'utilité du podcast. Quand on fait le diagnostic, comment ça se passe la suite en fait pour décider et combien de temps ça met au total le traitement? Alors c'est une très belle question parce que les gens ont tendance à croire que le diagnostic est fait par le traitement est fait que par les urologues. C'est pas vrai du tout. Alors le diagnostic est peut-être fait par les urologues, mais le traitement il est pluridisciplinaire. Quand je dis pluridisciplinaire, c'est un traitement qui va faire appel aux oncologues, donc cancérologues si vous voulez, aux radiothérapeutes, par moment même aux chirurgiens, voilà. Pourquoi? Parce que quand on a un diagnostic, on a le type de cancer. Est-ce qu'il est agressif? Il n'est pas agressif. Est-ce qu'il est latent? Il n'est pas latent. Est-ce qu'il est localisé? Est-ce qu'il est localement avancé? Est-ce qu'il est métastatique, c'est-à-dire est-ce qu'il a atteint d'autres organes? Et donc, c'est sur la base de ça qu'on va choisir quel est le traitement le mieux adapté. Pour un cancer qui est localisé, c'est-à-dire qui n'est pas encore sorti de la prostate, on peut simplement proposer de la chirurgie, c'est-à-dire qu'on va extraire toute la prostate. Voilà. On va couper là, et puis faire une anastomose, donc coller, si vous voulez, en gros. Donc, on va vivre sans prostate. On peut le vivre sans prostate, voilà. On y reviendra peut-être si tu permets. Et puis, il y a d'autres traitements comme de la chimiothérapie, de l'hormonothérapie, de l'hormonoradiothérapie, de la radiothérapie simplement.
Voilà, il y a de la curithérapie. Donc il y a vraiment On a une large gamme. Une large gamme de traitements adaptés aux patients. Adaptés, oui. Et est-ce qu'après le... Non, pas adapté aux patients, mais adapté plutôt au type de cancer qu'on a. Et puis après, vous savez, ça dépend du patient aussi. Parce que nous, en tant qu'urologue, on peut proposer, au vu de ce qu'on a, de faire de la chirurgie. Voilà. Mais le patient peut décider de ne pas faire de la chirurgie parce que on a des idées déjà préconçues sur la chirurgie en termes Justement, c'est sur ça que je voulais venir, sur les sur les le idées, cancer, sur les idées préconçues. sur les traitements. Parce que c'est ça qui fait un peu peur aussi. Hein. Quand on pense cancer de la prostate, on se dit, avec le traitement, peut-être que j'aurai des difficultés d'érection, parce que c'est vraiment, je pense, l'un des premiers trucs qui peut gêner. Non, ou des difficultés... Ils savent pas qu'ils auront des difficultés d'érection. C'est plus tard quand nous, en tant que spécialistes, on les informe. Mais du coup, est-ce qu'il y a des difficultés d'érection après? Est-ce qu'il y a des risques de difficultés d'érection après un cancer, après un traitement du cancer de la prostate? Oui, beaucoup de risques parce que si on prend déjà le traitement chirurgical, donc ça s'appelle la prostatectomie radicale. Alors, on va venir extraire la prostate. Voilà, on a, je suppose, si on suppose que ça c'est la prostate, voilà mon point. On a les bandelettes neurovasculaires qui passent à gauche et à droite. Vous voyez, quand on va venir faire l'ablation de la prostate, on va déranger. On va déranger ces nerfs-là. On peut même sectionner ces nerfs. Ça arrive. Voilà. Et donc, c'est pour ça que plus tard, on va avoir des difficultés à avoir une érection. Mais aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la prostatectomie radicale au robot. Donc, on va utiliser un robot pour pouvoir faire cette chirurgie-là. Donc, du coup, on peut mieux éviter On diminue les chances. Oui. Ouais. On augmente les chances d'avoir une bonne érection parce qu'on va éviter de léser ces nerfs-là. Et puis, voilà. Mais il faut dire que c'est pas de manière systématique qu'on obtient une érection après même une chirurgie au robot. Ça peut aller de 2 mois jusqu'à 2 ans. Mais c'est quoi la suite? J'ai beaucoup de patients qui vont en France se faire opérer croyant ils vont garder l'érection de manière systématique. Mais malheureusement, on est toujours en train de les booster avec soit des alpha-5 alpha réductases ou bien du Cialis ou de la sildenafil, du Viagra, si tu veux, en gros, ou bien encore des exercices de Kegel, un peu de tout, quoi. Des thés, voilà. Tout pour essayer de les aider. Mais c'est quoi la qualité de vie finalement derrière, après le traitement du cancer de la prostate? Est-ce qu'on retrouve une qualité de vie normale, dégradée? Est-ce qu'il y a une rééducation à faire? Déjà, en Europe, ce qu'ils font, c'est que avant ce type d'opération, on peut demander aux patients 1 mois, 2 mois avant l'intervention de commencer déjà à faire ce qu'on appelle les exercices de Kegel, c'est-à-dire entraîner les muscles du périnée. C'est quoi, contracter? Oui, on apprend à les contracter, à les muscler un peu plus. Et puis, en tout cas, moi j'ai beaucoup de patients qui ont une très bonne qualité de vie après ça. C'est vrai que la plupart du temps, pour ceux qui sont, entre guillemets, accros au sexe, si je peux me permettre ainsi, lorsqu'ils constatent les premiers mois qu'ils n'ont pas d'érection, ils commencent à déprimer. Bien sûr, psychologiquement, ça peut... Psychologiquement, donc c'est pour ça qu'il faut que l'urologue ou le médecin qui suit ces patients-là ait vraiment préparé suffisamment ces patients psychologiquement pour qu'ils puissent avoir des érections après. Mais il y a d'autres qui optent soit pour l'hormonothérapie. C'est vrai que l'hormonothérapie, c'est un peu coûteux. C'est coûteux parce qu'ici, il y a des produits qui coûtent... il y a de cela 3 ans de cela, il y avait un produit qui coûtait 3 millions qu'il faut débourser tous les mois. Je ne sais pas si je peux dire le nom du produit, mais c'est très coûteux. Ensuite, je crois qu'ils ont bénéficié d'une subvention. Ils sont passés de 3 millions à quasiment, si je ne me trompe pas, 800 000 ou 900 000. Hein. La boîte par mois. Donc vous comprenez déjà que... Pendant combien de temps? À vie. Ouais, donc c'est un coût. Ouais. À vie. C'est un coût, ouais. Donc ça a un coût. Ici, on a la radiothérapie qui est, glory be to God, subventionnée. Donc ça ne coûte pas aussi cher, mais il faut débourser au moins
Je crois autour de 50 000, voire 80 000. Hein. La séance? Non, je crois les 36 séances. D'accord, ok. Oui, donc du coup, c'est pas aussi coûteux. Et puis, il n'y a qu'un seul centre qui le fait, là, le CNRAO. CNRAO avec professeur Didi Coco. On passe un coucou. Je pense que vous connaissez très bien. Oui, on passe un coucou au CNRAO et professeur Didi Coco. Ouais. Oui, et puis après ça, qu'est-ce qu'on trouve aussi? Bon, on n'a pas de curithérapie ici en Côte d'Ivoire, mais on peut faire en Côte d'Ivoire en tout cas de l'hormonoradiothérapie, donc les deux sortes de traitements, voilà. Quoi d'autre? En tout cas, et puis de la chirurgie ouverte. Nous, on fait ici de la chirurgie ouverte. Ouais. On n'a pas de robot en Côte d'Ivoire. Ouais. On espère que dans les années à venir, il y a un robot pour... on aura de robots. Parce que ce qui est génial avec le robot, c'est qu'on a vu récemment, je pense que c'était... alors, je ne me rappelle plus, il y a un chirurgien qui était dans une partie du monde et avec le robot, il opérait justement, je pense que c'était une chirurgie uro. Il opérait un patient de l'autre côté du monde, donc c'est vraiment c'est plutôt rassurant. Donc ça avance bien, quoi. J'espère que dans quelques années, on aura ici notre premier robot en Côte d'Ivoire. Oui, bon, il y a... Comme je suis un peu dans le secret des dieux, il y a pas mal de petits projets qui sont en gestation. Maintenant, il faut croiser les doigts pour avoir une certaine stabilité déjà dans le pays. Et puis, je pense que les investisseurs ne vont pas hésiter, parce que déjà dans la sous-région, à part le Nigeria, où je connais un urologue, mais qui n'est même pas basé au Nigeria, je crois qu'il est bien basé à Londres, qui fait la navette. Il vient, quand il a des patients, je crois une fois tous les 2 semaines, il utilise le week-end pour faire les interventions et puis il repart. Ouais. Oui, il faut absolument qu'on ait le robot. C'est un outil qui est très génial. Aujourd'hui, si on a le robot ici, je connais une ou 2 personnes qui se sont déjà formées au robot. Bon, on croise les doigts. Moi, j'en ai une petite expérience. Voilà, je l'ai vécu en 2017 à Stuttgart, en Allemagne. Et puis, depuis que je suis rentré, bon, on fait que de la chirurgie ouverte. Il y a un autre collègue aussi qui a cette expérience. Et puis, faut dire qu'on n'a peut-être pas eu de structure, de grandes structures privées ou même étatiques qui auraient pu s'intéresser à la chose, parce qu'un robot, c'est un peu cher. C'est vrai que maintenant, les Chinois en font un peu moins cher. Mais dans le temps, quand je m'enseignais, il faut compter jusqu'à 1 million d'euros. Hein. Ouais. Et puis, il faut compter l'installation, il faut avoir le cadre qui va avec. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, si c'est un truc où ça doit être manipulé par un médecin qui se trouve à l'étranger, il faut avoir un bon débit Internet, par exemple. Il y a aussi, je crois, le temps de latence, de réaction. Voilà, parce que ces interventions-là, s'il y a une erreur, il faut que déjà sur place, il y ait un chirurgien ou 2 chirurgiens qui peuvent rattraper le tir, voilà, prendre la main. Donc, c'est vrai que les gens le font en Europe, c'est intéressant, on le voit, mais il faut étudier bien la question. Ouais. Non, en tout cas, on croise les doigts qu'il y ait le premier robot. Oui, il y a des petits projets en gestation. On croise les Je doigts. peux vous le dire parce que j'ai été interpellé, voilà, pour avoir un avis. Est-ce que ça va marcher, pas marcher? Bon, j'ai donné mon avis. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que concernant le cancer du testicule et le cancer de la prostate, ça va un peu rassurer les gens, tout ce que tu as dit, ou les possibilités qui sont faites en Côte d'Ivoire. Alors moi, je ne peux qu'encourager. Voilà, exactement. Je ne peux qu'encourager les gens à se faire dépister. Et puis, je peux aussi interpeller le ministère à revoir, peut-être subventionner, voilà, tout ce qui est dépistage, parce que c'est extrêmement cher. Pour aider un peu... Oui, il y a des gens qui s'appauvrissent parce que moi, je connais pas mal de gens, même du domaine médical, qui étaient obligés de solliciter certaines instances de ministères, certaines organisations par rapport aux médicaments dont j'ai parlé, parce que c'est des médicaments qu'il faut prendre à vie, et c'est tellement coûteux que financièrement, ça ruine des familles. Moi, je suis en train d'écrire un livre sur exactement la prostate,
et dit combien ça ruine les familles, combien est-ce que cela a un impact, pas seulement financier, mais un impact psychologique, un impact sur la vie sexuelle, même après le diagnostic, après les traitements. On a des divorces parce que on a des problèmes d'érection qui surviennent. Vous imaginez une dame qui doit attendre pratiquement 2 ans avant que, de manière naturelle, l'érection vienne. Vous imaginez que c'est vrai qu'on n'a pas fait l'intervention, mais avec l'hormonothérapie, parce que ce que les gens ne savent pas en choisissant l'hormonothérapie, je vais revenir là-dessus, c'est une castration hormonale, donc une castration chimique. Vous savez, le cancer de la prostate est nourri par les testicules. Tu sais pourquoi? Non. Voilà, parce que les testicules produisent une hormone qui est la testostérone, qui alimente donc la progression, au niveau de la la prostate. progression du cancer des testicules. Donc même dans le temps, quand l'hormonothérapie n'était pas aussi développée que ça, ce que les gens faisaient, c'est qu'on retirait simplement les testicules pour freiner en fait la maladie. Okay. Voilà, donc pour un certain temps. Donc pour ne plus par exemple faire ce genre d'intervention, on fait de l'hormonothérapie pour les cancers qui sont hormonodépendants ou hormonosensibles. Mais quand vous arrêtez aussi l'hormonothérapie, le cancer aussi reprend. C'est vrai que l'érection reprend, mais le cancer reprend. D'accord, ok. Voilà. C'est lourd, hein. C'est très lourd. C'est lourd. Donc aujourd'hui, pour les dysfonctionnements érectiles ou les problèmes d'érection, on a ce qu'on appelle aussi les prothèses péniennes qu'on peut le faire. Il y a certaines structures ou certains médecins qui proposent systématiquement de faire en même temps les 2 interventions, c'est-à-dire on fait l'ablation de la prostate, on met en même temps la prothèse et puis bon, basta quoi. Ouais. Pour anticiper un peu les difficultés qu'il y a derrière. Oui, absolument. Okay. Mais comme je le dis, moi j'ai des patients qui ont été opérés en Europe, qui reviennent me voir, qui ont des difficultés, mais au bout de 3 à 6 mois, voilà, où les choses rentrent dans l'ordre. Merci pour ces différents détails sur ces deux types de cancers, mais je voulais maintenant qu'on parle un peu de ta spécialité, l'urologie, et savoir, il y a combien, assez rapidement, il y a combien d'urologues en Côte d'Ivoire? Je n'ai pas le chiffre exact parce que chaque année, on a de nouveaux urologues qui sortent. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas trop longtemps que la spécialisation en urologie a débuté en Côte d'Ivoire. Donc, au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on doit tourner autour d'une 50aine, y compris les retraités. Maintenant, peut-être qu'il faut ajouter juste une marge de 5 personnes, quoi. Ouais. Il n'y a pas longtemps qu'on a perdu aussi un doyen, voilà, paix à son âme, Dr Kwaku. Voilà. Et est-ce que depuis que tu es urologue, est-ce que tu as une histoire qui t'a marqué, qui te motive justement à continuer cette spécialité? La petite histoire que moi je peux vous raconter, c'est un patient qui m'est venu quasiment sur le brancard. Parce qu'il avait un cancer métastatique de la prostate. Donc il est parti partout, hein. Métastatique, c'est qu'il est parti dans d'autres organes. Il avait des métapulmonaires et puis hépatiques, donc au foie. Et donc il m'est venu quasiment sur un brancard et il marchait quasiment pas. Pourquoi? Parce que le cancer de la prostate, l'une de ses particularités, c'est d'attaquer les os du bassin et puis la colonne vertébrale. Donc ça crée ce qu'on appelle une compression médulaire. Ça comprime la moelle épinière. Oui. Donc une fois que la moelle est comprimée, c'est comme si on a le courant qui est coupé. Voilà. Donc il n'y a plus d'influx qui passe par le bas, donc paralysie. Donc il me vient quasiment sur un brancard. Moi, je le vois, tout ce que je dis à la famille, c'est que ça va aller, mais la famille me pose un problème de moyens financiers. Ils me disent, est-ce qu'on dépense pour qu'il vive ou on dépense pour que, voilà, on l'accompagne encore après en dépensant encore pour faire des funérailles. Ouais. Moi, je l'ai dit, moi, je ne peux rien vous garantir, mais ce que moi, je sais, c'est que j'ai le diagnostic et j'ai un traitement qu'on peut faire. Après, pour le reste, moi, je vous dis que par rapport aux symptômes, les symptômes vont évoluer et autres, mais il faut qu'on aille vite. Donc, la famille, je vous assure, s'endette. C'est ce pourquoi ça m'a marqué, parce qu'ils s'endettent. Et au finish, quand on commence le traitement, au bout de 2 semaines,
le monsieur se remet à marcher. Parce que, première des choses, on lui fait assez rapidement un diagnostic, donc biopsie, IRM et autres, on voit les différentes zones. Et puis on met le protocole en marche. 2 semaines, il recommence à se tenir debout. Aujourd'hui où je vous parle, moi je l'ai revu à Azopé pas plus tard que ce mercredi passé. Voilà. Le monsieur, il a repris du poids, il suivait même des chantiers et tout ça. Donc, belle histoire. moi je suis très heureux pour lui. Je lui ai dit ceci, je souhaiterais qu'il témoigne pour que ça encourage d'autres personnes à pouvoir se faire dépister et puis ne pas perdre espoir, quoi. Et puis peut-être aussi ne pas arriver au stade de la paralysie. Mais bon, Dieu merci pour lui. Vous avez pu tenir. Il n'y a pas que cette histoire. J'ai d'autres histoires. J'ai d'autres anecdotes, d'autres histoires vraies de patients même qui sont du domaine médical, des médecins que moi je suis. Voilà. Il y a une rubrique dans ce podcast qui s'appelle le vrai ou le faux. Donc c'est ce qu'on a vu sur Google, tout simplement. Ce qu'on entend sur l'urologie, on va dire, en général, et sur différents domaines. Donc la première question, c'est, tu vois, je te dis, ça revient souvent cette question-là. Le cancer de la prostate entraîne systématiquement une impuissance. Non. C'est vrai ou faux? Non, c'est faux. D'accord, ok. C'est pas systématique, comme tu l'as dit, tu as c'est répondu tout à l'heure. pas systématique. Voilà. C'est même traite, comme tu disais. Voilà. Mais je veux préciser que si on a un cancer de la prostate, on finira tôt ou tard avec une dysfonction érectile. Ouais. Ça, c'est le message qui peut casser beaucoup de gens. Oui. Alors, l'autre question, c'est faire du sport et manger sainement, justement, diminue le risque de faire un cancer de la prostate. Alors, il n'y a pas que faire le sport et manger sainement, il y a seulement ce que moi je peux appeler une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire éviter un certain nombre de produits, comme je l'avais tantôt cité, et puis un peu de sport, voilà, tout ce qui est antioxydants et autres, les brocolis, tomates, carottes, du chou, voilà, prioriser ce genre de choses, éviter l'alcool, voilà, éviter tout ce qui est gras, voilà, ça peut nous éviter, mais ça ne garantit pas qu'on ne va pas développer la maladie, malheureusement. Malheureusement. Alors j'ai une autre question, mais pareil, en fait, finalement, tu as répondu à tout. Le toucher rectal est douloureux. Tu as dit non, le toucher rectal n'est pas supposé être douloureux. Si le toucher rectal est douloureux, il y a 2 choses. Soit le médecin a forcé l'entrée, voilà, donc c'est pas plaisant, il a forcé l'entrée pour pouvoir ouvrir le sphincter anal. Soit il y a déjà une inflammation au niveau de la prostate, donc quand il est passé là-dessus avec son doigt, vous avez ressenti la douleur. Voilà. Donc ça déjà, ça peut l'alerter pour dire qu'il y a une inflammation au niveau de la prostate, si le toucher rectal est douloureux. D'accord, ok. Et la dernière question, ou la dernière chose que j'ai lue, c'est qu'on peut guérir totalement du cancer de la prostate. On peut guérir totalement du cancer de la prostate, mais cela dépend du type de cancer de la prostate. Est-ce que c'est un cancer qui est latent? Est-ce que c'est un cancer qui n'est pas métastatique? Est-ce que c'est un cancer qui est localisé? C'est plus facile. S'il est localisé, ça veut dire qu'il n'est pas sorti de la prostate. Donc, on peut simplement couper. Voilà. On peut soit faire de la radiothérapie sur cette partie-là. On peut faire de la curithérapie sur cette partie-là. Donc, au final, on peut le guérir si c'est pris en charge. Si c'est pris en charge rapidement. Très tôt. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc moi, j'ai des patients qui ont un cancer de la prostate, ça fait 20 ans. Ouais. Qui suivent simplement le traitement. Si vous ne disent pas qu'ils ont un cancer de la prostate, vous ne saurez jamais. Ouais. D'où l'importance du dépistage et du diagnostic précoce. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas visible, quoi. Voilà. Il y a plein de personnes qu'on voit à la télé là, qui en souffrent. Ouais, c'est ça le problème. Merci beaucoup, docteur Bodjiri. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Alors, moi, comme c'est le Novembre bleu, moi, je vais juste inciter les patients à ne pas hésiter à se faire dépister, voilà, faire quand même le strict minimum qui est le PSA. Et puis si éventuellement le médecin a des doutes, on pourra poursuivre l'investigation. Je veux aussi, si le ministère le souhaite, faire des propositions pour pouvoir baisser le coût du diagnostic et autres. Et puis exhorter le ministère à voir avec la CMU comment est-ce qu'on peut intégrer le diagnostic et puis on voit avec qui de droit
pour pouvoir parler un peu plus du Novembre Bleu dans les entreprises, dans les différents bureaux, ainsi de suite, parce que c'est pratiquement le seul moment dans l'année où on doit faire du bruit, en fait, pour le cancer de la prostate. Donc, comme disait l'autre, make noise for prostate cancer. Ouais, faisons du bruit. Yeah. Merci beaucoup, docteur Bojere, pour ce podcast. Je pense que le message pour moi est relativement simple. Déjà, le fait de parler du cancer de la prostate Novembre Bleu, c'est déjà un début de traitement. Il faut se faire soigner, se faire suivre, se faire dépister. Tout ça peut permettre de sauver des vies. Voilà. Merci encore à toi. C'était Salle de garde, le podcast qui vous plonge dans le monde médical sans masque ni anesthésie. Et à bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao.